Moi, parler de la mort, ça m'aide à traverser mes peurs. Ce qui m'effraie le plus, c'est de vieillir. J'aime pas m'imaginer mourir. Avez-vous peur de la mort? Non, parce que nous sommes des mortels. La mort ne me fait pas peur, c'est une délivrance. Mais pour moi, la mort, c'est une transition. Alors, bonjour à tous. Bienvenue au balado On meurt d'en parler, le balado qui parle de la mort, de la fin de vie, du deuil, sans tabou. Bonjour Alain. Bonjour Poussati. Alain, aujourd'hui, nous recevons Dr Georges L'Espérance, qui est neurochirurgien et président de l'Association québécoise du droit de mourir dans la dignité. Pour le droit de mourir dans la pour le droit de mourir dans la dignité, pardonnez-moi. Bonjour, Alors, Alain, madame. Bonjour, Dr L'Espérance. Alors, d'entrée de jeu, Dr L'Espérance, dites-nous ce que c'est l'aide médicale à mourir. Alors, l'aide médicale à mourir, c'est le fait, pour un médecin, ici au Québec, de donner un soin, le dernier soin, qui consiste à amener une mort douce, calme, dans la dignité de la personne, contrairement à de multiples agonies qu'on a tous vécues comme médecins ou souvent des gens comme famille. L'aide médicale à mourir, c'est vraiment spécifiquement le médecin qui donne les médicaments qu'il faut pour que la personne ait une mort calme. Il faut différencier du suicide assisté. Le suicide assisté, dont on entend parler beaucoup en Suisse, par exemple, ou dans certains États américains, c'est le médecin qui prescrit la médication à la personne et la personne doit prendre sa médication. Elle va gérer ça elle-même. Elle-même, exactement. Okay. Et évidemment, vous pouvez comprendre que si la personne prend mal ses médicaments, chez elle, par exemple, bien, les conséquences peuvent être beaucoup plus désastreuses que lorsqu'on est directement en face du patient et avec. En Suisse, c'est du suicide assisté, mais qui est vraiment contrôlé, sauf que le médecin est en retrait. Il s'occupe de mettre l'intraveineuse, il s'occupe de tout ça, mais il est en retrait. Il n'a pas le droit, dans la loi suisse, d'injecter lui-même. C'est le patient qui doit s'injecter. Mais il est présent au moment... Mais il est présent, exact. Ou suicide assisté. Ou suicide assisté. Et aussi, bien évidemment, s'il y a une problématique, bien là, le médecin est là. Donc, il peut toujours aider un petit peu. Mais en Suisse, l'aide médicale à mourir est interdite. Le suicide assisté est tout à fait légal et permis et depuis très longtemps, en fait. Donc, l'aide médicale à mourir, au Québec, n'est donnée que par des médecins, alors que dans le reste du Canada, depuis la loi C-14, que le gouvernement fédéral a été obligé lorsqu'il a été obligé de modifier le code criminel, bien, au Canada, hors Québec, une infirmière, clinicienne peut donner l'aide médicale à mourir, mais pas au Québec. Au Québec, c'est strictement les médecins. Et personnellement, je suis d'accord avec ça. Je crois que c'est nous, comme médecins, qui devons donner ce dernier soin avec toute la responsabilité professionnelle que ça implique, avec toute l'empathie, avec toute la compassion. J'ai l'habitude de dire que c'est la médecine qui amène beaucoup de gens à avoir une longue vie, une espérance de vie. Il y a d'autres choses, l'hygiène publique, etc., bien sûr, extrêmement important. Mais c'est la médecine qui amène les gens souvent à une fin de vie qui est plus ou moins intéressante. On ajoute beaucoup d'années à la vie, mais on ne sait pas si on ajoute de la vie aux années. Dans quelle qualité de vie. Exactement. C'est ça. Quand je pense, moi, à l'aide médicale à mourir, ce qui me vient en tête, c'est la façon dont je peux disposer de mon corps. Exact. Et je fais le parallèle avec l'avortement. Je me pose toujours la question, est-ce que dans les deux cas, c'est une question de disposer de son corps. Est-ce que la religion vient interférer beaucoup dans l'aide médicale à mourir, au niveau des débats, tout ça? C'est intéressant. C'est très intéressant, en fait, comme question. C'est pas moi qui vais vous apprendre qu'au Québec, il y a eu une forte chape de plomb de la religion jusqu'au début des années 60. Mais curieusement, je pense que c'est l'évolution de la société. Actuellement, au Québec et au Canada, même les catholiques qui sont pratiquants sont pour l'aide médicale à mourir. Oui, dans une proportion de 80-85 là, je suis étonné de ça. OK. Ouais. Il n'y a que les pratiquants purs et durs, si je puis dire, là, en particulier l'Opus Dei, qui, eux, sont farouchement opposés. Malheureusement, il y a des médecins qui aussi font partie de cette mouvance. Il y en a quelques-uns. Ils sont très rares, mais ils sont vociférants. Et par ailleurs, bien sûr, le Vatican est tout à fait contre. Ceci dit, il y a des théologiens, dont Hans Kung, qui est un Suisse d'ailleurs, un Allemand, pardon, qui, lui, a été même enlevé de ses fonctions au Vatican et qui a écrit plusieurs livres sur l'aide médicale à mourir et sur le droit, comme vous dites, de disposer de son corps. Mais
au niveau médical et au niveau légal, on appelle ça le droit à l'autonomie de la personne. C'est ça que ça veut dire en bout de ligne. Je suis maître de mon corps, de ma vie. Je suis maître de décider ce que je veux comme traitement si j'ai une maladie X, Y, Z, tout comme je suis maître de décider mes comment choix je qui vais. doivent... C'est un choix personnel tant que la personne est apte, bien sûr. Bien, c'est ça, parce que quelqu'un qui fait de l'Alzheimer ou qui a un problème de santé mentale, comment ça se négocie, ça? Bon, bien, pour l'instant, ça se négocie mal. Non, c'est ça. Hein? Est-ce que c'est en relation C'est ce qui est en avec discussion, en particulier avec le jugement de la juge Baudouin, qui est un jugement absolument extraordinaire de près de 200 pages. Et donc, bon, on va y revenir d'abord à ce moment-là. Si vous voulez. La juge Baudouin a entendu une cause en janvier, tout le mois de janvier, tout le mois de février 2019, à la Cour supérieure, au Palais de justice de Montréal. Une demande faite par Mme Gladu, Mme Nicole Gladu, qui souffre toujours d'un syndrome post-poliomyélitique avec une détérioration importante. Okay. Et monsieur Jean Truchon, qui est un homme qui est né avec une triplégie, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas bouger 3 membres, mais il a toujours fonctionné avec ça. Il a même fait un baccalauréat en littérature, donc il a toujours très bien fonctionné. Il était dans son domicile. Mais en 2014, si mes souvenirs sont bons, il y a eu un petit événement, de sorte que là, il a perdu l'usage du dernier membre supérieur qui lui restait. Il est devenu complètement quadriplégique, ne pouvant plus rien faire. Il était obligé à ce moment-là d'être en CHSLD parce qu'il n'y avait plus aucune... il demandait trop de soins. Il ne pouvait même pas avoir de soins à domicile. D'ailleurs, M. Truchon, je fais un aparté ici, en cours, a toujours dit qu'il avait d'excellents soins en CHSLD ou ailleurs ou avant à domicile. Donc, sa décision de demander l'aide médicale à mourir n'était absolument pas secondaire à un manque de soins, comme certains veulent le faire dire. C'est absolument pas ça. Donc... Lui est devenu quadriplégique. Et à l'époque, avec la loi du Québec, la loi 2, et la loi fédérale qui est venue un petit peu après, ce qu'on appelle C14, la modification du Code criminel, il fallait que les patients soient en fin de vie pour la loi du Québec ou avec une mort naturelle raisonnablement prévisible, qui est un concept assez tordu, mis de l'avant par des avocats au gouvernement fédéral, mais qui, pour les médecins, ne veut absolument rien dire. La mort naturelle raisonnablement prévisible, je vous l'annonce, ça débute à la naissance. Bien oui, c'est ça. Bien, c'est ça, c'est un peu facultatif. Donc, ça ne veut rien dire pour un médecin. Et ça fait référence au concept d'espérance de vie. Alors, vous avez une maladie XYZ, quelle est votre espérance de vie? Bien, c'est vrai pour un ensemble. C'est vrai pour, par exemple, 1000 patients qui ont une sclérose en plaques, leur espérance de vie est de X. Mais pour monsieur ou madame qui a la sclérose en plaques, quelle est son espérance de vie? On ne le sait pas. Les statistiques s'appliquent à des grands nombres, pas à un individu particulier. Alors, comment décider comme médecin que votre mort naturelle raisonnablement prévisible, bien, elle est là. C'est un concept qui est tout à fait... inapplicable pour des médecins. Donc, c'est ça qui a été contesté parce que des gens comme Mme Gladu, M. Truchon, souffraient de pathologies très invalidantes, progressives, donc qui rencontraient tous les autres critères. Une maladie grave et incurable qui donne des souffrances intolérables selon ce que pense la personne, pas selon ce que pense le curé, le médecin, l'imam ou le rabbin, selon ce que pense la personne qui lui donne des souffrances intolérables avec lesquelles elle ne veut plus vivre sa vie comme elle le conçoit. Et donc, ces deux personnes-là ont dit cette loi, ces deux, en fait, la loi du Québec, la fin de vie et le Code criminel, la mort naturelle raisonnablement prévisible, sont deux concepts qui sont discriminatoires parce que la Cour suprême, le 6 février 2015, dans son jugement absolument historique, n'a jamais parlé de temporalité. La Cour suprême a donné des critères, basés beaucoup sur les critères des Pays-Bas et de la Belgique, et du Québec, d'ailleurs, il faut le dire, parce que la loi du Québec avait été passée avant. Donc, il faut être apte, il faut être majeur, il faut avoir une maladie grave et incurable qui donne des souffrances, ce que je viens d'énoncer tout à l'heure. Mais jamais la Cour suprême n'a dit qu'il fallait être en fin de vie ou avoir une mort naturelle raisonnablement prévisible. Si on pense que vous allez mourir dans 6 mois, bien là, vous êtes admissible. Mais si c'est 18 mois, 2 ans, bien là, vous n'êtes plus admissible. Désolé, mais souffrez.
C'est ça. Alors, c'est ça. c'est exactement pour ça se que reparle dans 2 ans. Madame, exactement. Pour ça que Mme Gladieux et M. Truchon sont allés en cours avec l'aide de Maître Jean-Pierre Ménard et de Maître Jean-François Leroux. Et après 2 mois, le jugement de la juge Baudouin, ceux qui s'intéressent, allez le lire, c'est extraordinaire. Tout est vraiment détaillé, en particulier sur la question des personnes vulnérables que la juge Baudouin a entendu des tas d'experts amenés par le gouvernement fédéral, et elle a démonté, bien écouté, mais démonté par la suite tous leurs arguments. Je résume, entre autres en ce qui concerne la vulnérabilité des individus. On ne peut pas dire qu'un groupe d'individus, par exemple des handicapés de la moelle épinière qui sont en fauteuil roulant, bien, ils sont tous vulnérables. C'est pas vrai. Un va être vulnérable, puis l'autre ne le sera pas. Comme vous ou moi, tout en n'ayant pas d'handicap, bien, on peut être vulnérable à un moment donné. Si vous faites face à un divorce, bien, vous êtes vulnérable pendant cette période-là. Si vous faites face à un deuil, vous êtes vulnérable pendant cette période-là. Si aussi votre conjointe vient de mourir, c'est peut-être pas le temps d'aller faire une hypothèque, de renouveler votre hypothèque là, dans les jours qui viennent. Ce que la juge Baudouin a bien fait comprendre, c'est que la vulnérabilité, ça varie dans le temps pour chaque individu. Et pour répondre à la deuxième partie de la question, le problème de la santé mentale, c'est la même chose. C'est les mêmes arguments que l'on entend, à savoir un patient qui a on doit appeler ça des désordres mentaux et non pas une maladie mentale. Mes amis psychiatres me disent qu'il faut appeler ça des désordres mentaux. Donc, les patients qui ont un désordre mental vont être, c'est vrai, s'il est en psychose, c'est clair que le patient n'est pas apte à ce moment-là. Mais s'il n'est pas en psychose, tous les médecins vont s'entendre pour dire qu'un patient qui a une problématique de désordre mental peut avoir son aptitude à décider pour lui-même, tout à fait. D'ailleurs, si un patient avec un problème de santé mentale arrive à l'hôpital puis que je dois l'opérer pour X raisons, bien, on lui demande son avis. Bien sûr que s'il est en psychose et puis s'il y a une condition aiguë, bien là, ce sont les critères d'urgence qui s'appliquent. C'est ça. Mais pour tout le reste, on va écouter le patient, on va lui demander, on va lui expliquer qu'est-ce qu'il a comme problème. Donc, l'aptitude pour les patients de santé mentale est tout à fait là. Ce que certains opposants vont nous dire, avec justesse, je dirais, tout au moins c'est un argument valable, c'est que la santé mentale, par rapport à une problématique de santé physique, bien, peut-être que dans 1 an, ça va aller un petit peu mieux. Peut-être que dans 10 ans, ça va aller un petit peu mieux. Mais là, tout le monde s'entend, les juges s'entendent, c'est-à-dire les gens qui ont étudié ça, la juge Baudouin, la même chose, mais plusieurs autres, des éthiciens s'entendent pour dire que, comme médecins, particulièrement les psychiatres, ce que je ne suis pas, nous sommes capables et nous passons notre vie à évaluer l'aptitude des gens. Vous venez me voir, vous avez un problème d'hypertension artérielle, je vous dis, bon, bien, regardez, ça commence, je vais vous prescrire tel traitement. Vous allez me demander, parce que vous êtes intelligent, quels sont les effets secondaires. Je vais vous dire tel effet secondaire. Et là, c'est à vous de faire la balance des choses. Même chose pour toutes sortes d'autres problématiques de ce type-là. Donc, la problématique de santé mentale, ce n'est pas une problématique d'autonomie pour l'individu, ni d'aptitude. C'est une problématique de quels sont les critères que l'on emploie. Par exemple, est-ce qu'un patient devrait avoir une problématique de santé mentale depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, avant que l'on dise, ouais, bien là, c'est vrai que ça devient totalement incurable. On a tout essayé. Est-ce que, malgré les chartes, on devrait dire, je ne peux pas vous imposer tel ou tel traitement. Si on vous découvre un cancer, je vais me retrouver vers vous parce que lui, je le rends malade sans arrêt. De toute façon, c'est des peines perdues, Dr. L'Espérance. C'est un incurable. Si je vous annonce que vous avez un cancer vraiment très avancé, puis je vous dis, voici, on peut faire de la chimiothérapie, radiothérapie, c'est votre droit le plus strict de dire, ben non, moi, je refuse. Si c'est le droit le plus strict, ça fait partie et de la charte et du Code civil. Si maintenant, vous avez une problématique de santé mentale, que vous avez essayé tous les traitements pendant 15 ans, 20 ans, puis qu'on vous dit, bon, écoutez, le seul traitement qui reste, là, ça serait peut-être de la neurochirurgie fonctionnelle. Pas sûr que vous allez vouloir, puis je suis pas sûr que moi, je voudrais non plus, si c'était mon cas. Donc, on ne là, peut pas nécessairement prescrire ça. Bien, c'est ça. Et puis là, bien, la question est de savoir, vu que c'est un problème de santé mentale, est-ce qu'on devrait obliger le patient à avoir tous les traitements possibles avant de décider si... Donc, ça pose un certain nombre de problèmes éthiques. Exactement. Ouais. Mais moi, je pense que les gens qui ont des problématiques de santé mentale
ne devraient pas du tout être discriminés sur la base de leur diagnostic, mais plutôt accompagnés. Et puis, par la suite, au bout de 10 ans, 15 ans, si vraiment, par exemple, un schizophrène qui est incapable de vivre en société, qui perd tous ses emplois, etc., qui est malheureux. Et qui est malheureux, et qui a été évalué encore et encore par des psychiatres, psychologues, travailleurs de rue, communautaires, etc., bien, ça devrait être son droit aussi, en autant qu'on s'assure de son aptitude. Réponse longue à une question. Oui, non, c'est justement ce jugement-là. Le gouvernement avait jusqu'au 18 décembre. Oui, alors ce qui est arrivé, la juge Baudouin a dit, en ce qui concerne les critères de fin de vie pour la loi du Québec et le critère de mort naturelle raisonnablement prévisible pour le fédéral, ce sont 2 critères inconstitutionnels parce que jamais la Cour suprême n'en a parlé. Donc, ils sont inconstitutionnels. Elle a donné 1 an au gouvernement fédéral. Non, c'est pas vrai, 6 mois au gouvernement fédéral pour modifier sa loi, ce qui nous amenait à partir du 11 septembre jusqu'au 11 mars. Mais là est arrivé les élections au fédéral, donc le fédéral a demandé une rallonge de 4 mois, ce qui a été accordé car la Cour suprême avait fait la même chose en 2015. Puis là est arrivé par la suite la pandémie. Donc, ça devait être le 11 juillet, puis la pandémie est arrivée. Je pense que tout le monde le comprend. Oui. Ça a été dit jusqu'au 18 décembre. Mais pour l'instant, nous sommes le 25 novembre. Il n'y a pas aucune évidence que le gouvernement fédéral veut demander une prolongation. Puis évidemment, je ne suis pas du tout avocat, là, mais je doute qu'après deux prolongations, ils en feront encore une. Puis de toute façon, actuellement, nous sommes le projet de loi C7 a été retourné en 3e lecture. Il a été discuté par les députés et il est actuellement discuté au Sénat. Puis d'ailleurs, une petite parenthèse, M. Truchon est décédé pendant la pandémie parce qu'il avait laissé une lettre, je crois, puis il disait qu'il n'y avait plus de qualité de vie étant donné qu'il ne pouvait plus voir sa famille. Il a décidé de partir. Ça, c'est une chose qui nous a été dite aussi. Bien, vous voyez, la pandémie a amené des gens qui n'avaient pas de soins à avoir l'aide médicale à mourir. C'est pas vrai. M. Truchon avait une exemption constitutionnelle pour demander l'aide médicale à mourir. Et pendant le procès, en janvier-février 2019, et après le jugement, il a dit, après le jugement du mois de septembre, il a dit, moi, je veux de l'aide médicale à mourir au mois de juin. Ce pauvre M. Truchon était un ancien HSLD, comme je vous ai dit, ne pouvait absolument rien voir, avait sa mère qui allait le visiter et un ami proche qui l'a toujours soutenu depuis longtemps. Mais là, ça a été complètement fermé, le CHSLD. Il n'avait plus personne pour aller le voir. Et donc, lui s'est dit, ben moi, là, je n'irai pas comme ça, je ne sais combien de temps, je n'irai pas jusqu'au mois de juin. Et donc, il a eu l'aide médicale à mourir dans d'extraordinaires conditions au mois de mai. Madame Gladu attend toujours son heure, si je puis dire, et elle est très sereine avec ça. Vous me faites penser, j'ai une question pour vous deux. J'ai vu l'an dernier une vidéo d'une femme, je crois que c'est en France, hyper en forme, joyeuse, et qui allait avoir 75 ans dans l'année, puis qu'elle avait programmé le jour où elle mourrait. Bon, moi, je trouve ça assez extraordinaire que le courage de dire, bon, moi, je suis en forme. Elle ne voulait pas être un fardeau. C'est ça, elle ne veut pas être un fardeau. Elle a fait ses trucs. C'est assez extraordinaire, tu sais. Mais est-ce qu'ici, on a le droit de faire ça? Bien, cette personne-là, effectivement, elle n'y aurait pas droit parce qu'elle ne rencontre pas les autres critères, les critères de maladie grave, incurable, etc. Mais c'est particulier, quand même. Oui, mais en Belgique et aux Pays-Bas, il commence à y avoir un petit peu d'ouverture vers ça et on appelle ça la fatigue de vivre. C'est-à-dire qu'une personne arrive à 85 ans, se dit, là, moi, là, mes enfants sont élevés, j'ai plus de plaisir parce que j'ai de la douleur dans les genoux, je suis plus capable de marcher comme avant, etc., etc., etc. Et donc, moi, j'en ai assez, puis mon voyage sur Terre, c'est terminé, ça s'arrête là. Et donc, il commence à y avoir quelques petits questionnements. Il y avait vraiment ça, la fatigue de vie. Oui. Bien, je trouve ça intéressant. Ben oui, ça dit ce que ça dit. Hein? Bien, quand tu peux être fatigué, effectivement, tu peux en avoir assez vu. Tu sais. D'ailleurs, avec ces termes-là, ça m'amène... On utilise des fois, là, souvent on voit ça en Europe, euthanasie pour des individus. Ça, c'est... Donc, c'était très intéressant. Bien, la loi de la Belgique s'appelle la loi sur l'euthanasie. Mais l'euthanasie, évidemment, a pris une connotation négative en raison des horreurs nazies. D'ailleurs, il y avait la même terminologie, si on peut dire. Mais l'euthanasie, c'est un terme qui date du 16e siècle. C'est un philosophe, Francis Bacon, qui a mis ça de l'avant. Ça vient du grec, et thanatos, donc bonne mort. Et pour lui, c'était le rôle des médecins
de traiter leurs patients et aussi de ne pas les faire souffrir, de les amener vers une bonne mort, une mort digne et confortable. Et le terme euthanasie a été employé pendant 3 siècles jusqu'à ce que les nazis arrivent. Il ne faut jamais dire les Allemands, mais jusqu'à ce que le régime nazi arrive. Mais ce n'est pas de l'euthanasie qu'ils ont fait. C'est de l'eugénisme, c'est-à-dire qu'ils ont fait massacrer des homosexuels, des tziganes, puis des juifs, bien évidemment. Oui, il y avait une sélection. Là, qui était... Et aussi des gens qui étaient hospitalisés dans des hôpitaux psychiatriques pour des problématiques de santé mentale. Donc, ce n'est pas de l'euthanasie, c'est de l'eugénisme, c'est-à-dire qu'on glorifie la race aryenne, les grands blonds aux yeux bleus, puis tous les autres, débarrasser le plancher. Et en fait, le terme euthanasie est un terme positif et moi, j'ai aucun problème à l'employer. La Belgique appelle ça la loi sur l'euthanasie. Bien sûr, ici, certains opposants religieux, entre autres, et le Vatican se font un plaisir de toujours prendre ce terme. On ne va pas faire d'euthanasie. Non, on ne fait pas de l'euthanasie. On donne une mort digne à des gens qui, de toute façon, arrivent au bout de leur voyage. Mais ça choque plus, hein? C'est vrai, vous avez raison. Mais ça a une autre résonance. Ouais. Ouais. J'aime mieux fatigue de vie. Ouais. J'ai un burn-out, juste à le dire. Ouais, c'est ça. Puis d'ailleurs, les étapes là, pour quelqu'un qui aimerait justement avoir cette réflexion-là, c'est quoi les étapes? C'est quoi les procédures? Une personne qui veut avoir l'aide médicale à mourir? Oui, c'est ça. Bien, en fait, contrairement à ce que certains pensent, il ne faut pas avoir un médecin qui vous rencontre là, puis qui vous dit « OK, c'est bon, puis j'envoie la formule ». Non. Toute personne peut demander le formulaire d'aide médicale à mourir. C'est une page. Vous pouvez le retrouver au ministère, vous pouvez le retrouver sur notre site. C'est très facile, c'est une page. Et vous n'êtes pas obligé de mettre un nom de médecin. Vous écrivez simplement votre signature. Ça prend, pour l'instant, ça prend 2 témoins. La loi C-14 au fédéral, qui est en voie d'être modifiée, amène ça à un seul témoin parce que pour les personnes seules, entre autres, ça peut amener des problèmes. Donc, un témoin va confirmer que vous, Mme Vanny, c'est bien vous qui signez votre formulaire. Et donc, je signe. Moi, Georges L'Espérance, c'est Mme Vanny qui a signé, je constate. Et vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de dire, moi, ça dit Vanny, je demande l'aide médicale à mourir, c'est tout. Et ça doit être demandé par une personne du réseau de la santé. Pas forcément un médecin, ça peut être un travailleur social, ça peut être une infirmière. Toute personne du réseau de la santé qui a un ordre professionnel et que l'on peut retracer. Mais qui vous connaît? Non? Qui nous connaît? Pas nécessairement? Non, pas nécessairement. Okay. Et puis, à ce moment-là, non, parce qu'en fait, le médecin traitant ne peut pas... la personne qui a trop de liens avec la personne... Il préfère que ce soit quelqu'un d'indépendant. Quelqu'un d'un petit peu indépendant. Okay. Et donc, le formulaire doit être adressé par la suite à votre CIUS, excusez les acronymes, au Centre d'intégré de soins et de services santé, et à la direction de services professionnels. Et là, le formulaire va être distribué au médecin qui veut aller voir ce patient-là. Et là, l'évaluation commence. Donc ça, c'est le droit. Tout le monde a le droit de demander d'être évalué pour l'aide médicale à mourir. Et là, vous allez avoir une évaluation par un médecin évaluateur qui fait de l'aide médicale à mourir et qui est confortable avec ça. Ça pourrait être moi, par exemple, et qui va évaluer là, tous les critères. Est-ce que vous êtes majeur? Est-ce que vous êtes apte à prendre votre décision? Est-ce que vous avez une maladie grave et incurable? Est-ce que celle-ci vous amène des souffrances intolérables? Donc, tous les critères, sauf celui de fin de vie. Et si je réponds oui à tout cela, après ça, il y a un deuxième médecin qui va venir évaluer, voir si ça correspond bien, mais sans reprendre tout le processus plus long, je dirais. Là. Et donc, cette personne-là le deuxième médecin va évaluer. La personne va dire oui, je constate que monsieur ou madame remplit bien tous les critères. Voilà. Et après ça, par la suite, vous décidez de la date. Ça peut être dans 15 jours, ça peut être dans 3 mois. Ça peut être surtout cette période-ci. Nous sommes au mois de novembre. La personne dit, moi, j'aimerais bien avoir un dernier jour de l'an, malgré la pandémie. Puis tout ça. Donc, ça pourrait être la date que vous choisissez, en autant que l'aptitude reste persistante. Oui. Et ça, c'est le deuxième point, un des autres points qui est à l'étude dans le projet de loi C7 actuellement au fédéral, à savoir que, et c'est en raison de nos patients, qui, pour rester aptes jusqu'à la dernière seconde avant l'injection,
ne prennent pas leurs médicaments contre la douleur ou peuvent avoir un délirium amené par leur maladie et donc perdre leur aptitude. Et ça, actuellement, le ministre Lametti, chapeau bas, a enlevé ce critère-là. Donc, pour l'instant, c'est à l'étude, mais nous, on salue ça avec grandeur parce que vous êtes apte, vous avez signé votre formulaire, votre médecin vous a rencontré, le deuxième médecin vous a rencontré, vous avez un cancer métastatique qui vous souffre, qui est souffrant, et vous allez signer une décharge disant « Je suis apte, je demande l'aide médicale à mourir », tout le monde est d'accord, mais si je deviens inapte au moment de l'acte, bien, je veux quand même que vous procédiez. Voilà. On parlait beaucoup de santé mentale. Moi, j'ai évolué beaucoup dans cette atmosphère-là parce que j'ai une mère qui a eu des problèmes depuis plus de 40 ans. Tout ça. Mais je me suis beaucoup intéressé aux électrochocs parce que ma mère a eu ça. Et avec les recherches, les interviews que j'ai pu faire, à un moment donné, comme l'an dernier, il y avait 42 hôpitaux, établissements qui donnaient cette pratique-là d'électrochoc au Québec. Donc, tu ne peux pas aller n'importe où non plus. Pour l'aide médicale à mourir, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y a des secteurs dans différentes villes où on peut recevoir ça et dans d'autres villes qu'on ne peut pas? Je sais de par la loi du Québec et puis la loi fédérale va dans le même sens, mais comme c'est le code criminel, il y a moins d'indications de ce type-là. Mais au Québec, tous les établissements publics sont obligés d'offrir le service. Ça ne veut pas dire que tous les médecins sont obligés de le faire, ni que toutes les infirmières, parce que la question d'objection de conscience. Mais actuellement, au Québec, c'est malheureux à dire, mais c'est les deux plus gros hôpitaux du centre-ville de Montréal où il y a le plus de difficultés d'accès. Ailleurs, en région, il n'y a pas de difficulté d'accès. Là où il y a une difficulté d'accès, malheureusement, c'est où les gens qui sont vulnérables, ce sont des gens qui demandent l'aide médicale à mourir sans le processus dont on vient de parler. Et que là, leur médecin dit non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Puis il vous reste, puis j'ai entendu toutes sortes de choses dans les derniers mois, là. Il ne vous reste pas 3 mois à vivre. Il vous reste plus que 3 mois à vivre, donc je ne peux pas vous le donner, ce qui est tout à fait illégal. Et là, il y a un blocage parce que certains médecins, certaines personnes infirmiers, on a vu dans l'Estrie, ça fait presque 1 an, je crois, des travailleurs spirituels qui allaient voir les patients pour les convaincre d'enlever leur demande. Quand le patient est sur son lit de mort ou à peu près, là, puis qu'il n'en peut plus, puis que là, vous avez quelqu'un qui vient vous dire, écoute bien, là, Dieu t'attend, mais pas tout de suite, et puis tu devrais, tu seras pas près de ton Dieu. Ben, exactement. Mais malheureusement, on le voit encore. Est-ce parce qu'ils sont mal à l'aise de donner, parce que c'est pas tous les médecins là, qui donnent ça, bien évidemment. Là. Êtes-vous plusieurs médecins à donner ça au Québec? Actuellement, dans le dernier rapport de la Commission des soins de fin de vie, parce qu'au Québec, il y a un organisme qui étudie chacune des demandes, bien, une fois faite, là. Donc, il étudie quelle a été la situation, etc. Et le dernier rapport qui comprend les aides médicales à mourir et les sédations palliatives continues qui ont été faites du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 indique qu'il y a autour de 950 médecins qui font l'ensemble des aides médicales à mourir pour leur majorité. Maintenant, il y en a d'autres qui en font très peu, mais qui le font, qui donnent aussi le soin occasionnellement. Mais c'est quand même intéressant, peu importe dans la ville où on est, qu'on peut avoir ce service-là. Bien, tout à fait. Puis en plus de ça, il y a une obligation déontologique. Si moi, c'est la même chose pour l'avortement, vous avez apporté le point tout à l'heure. Si moi, comme médecin, je ne suis pas confortable à donner l'aide médicale à mourir, j'ai l'obligation déontologique de ne pas abandonner mon patient et de dire, écoutez, mon collègue, docteur Tremblay, lui, je sais qu'il en fait, je vais lui demander de venir vous voir. Puis pas 3 mois après, si vous attendez 3 mois pour référer une jeune femme de 16 ans qui veut un avortement, si vous attendez 3 ou 4 mois, ça ne marche plus. L'aide médicale à mourir, c'est la même chose. Il y a une obligation déontologique de référer le patient dans les heures ou jours qui viennent. Vous êtes pas confortable avec ça? C'est parfait. Même chose pour le personnel infirmier. Moi, j'ai des infirmières. Quand j'ai eu des patients à l'hôpital qui demandaient l'aide médicale à mourir et qu'on leur donnait, demander aux infirmières de venir installer les voies veineuses, puis il y en a qui n'étaient pas du tout confortables avec ça. C'est parfait, moi je respecte ça. Il y a une collègue qui vient, puis bon, c'est tout. Ça se passe très, très bien. Est-ce que ça arrive que les gens, là, juste au moment où l'injection s'en vient, là, ils changent d'idée? Bien, justement, ça fait partie du code criminel.
Puis ça fait partie de la loi 2 au Québec, mais ça fait partie aussi du Code criminel, la loi C14 au Canada, que le patient demeure apte jusqu'au moment de l'injection pour dire êtes-vous sûr que c'est ce que vous voulez. On est encore obligé de le faire. Moi, je n'ai eu absolument aucune expérience de ce type-là. De recul face à... Le changement d'idée, là. Changement d'idée. Puis tous mes collègues, on a un forum au Québec de privé là, de médecins qui font de l'aide médicale à mourir. C'est strictement privé et confidentiel. Donc, on peut échanger, on peut se conseiller sur des cas plus difficiles. Et on n'a personne qui a eu ce type de refus. Il y a eu des refus qui ont été faits après quelques jours de la demande, sous dépression, comme je vous ai dit. De la famille. Soit de la famille à l'occasion, mais c'est très rare. Qui ont été influencés. Soit surtout par des intervenants spirituels. Ouais. Puis au niveau du délai de réponse jusqu'à la fin, là, vous dites que c'est combien de temps en contexte de pandémie? Là? Au moment où tu déposes ta demande? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est plus long maintenant? Écoutez, je vais vous donner un exemple extrêmement récent. En fin de semaine, j'ai eu le téléphone d'une famille dont la dame remplissait tous les critères d'après moi. C'est un problème neurologique. Et donc, je pouvais beaucoup plus l'évaluer, même au téléphone. Puis, son médecin ne voulait rien savoir. Et donc, j'ai envoyé un mot sur notre site, justement. Oui, sur votre page. En 2 heures, j'ai eu trois réponses de médecins qui m'ont dit, bon, ben c'est qui cette dame-là? Évidemment, après ça, ça reste complètement confidentiel. Oui, c'est rapide. Et je sais que le médecin est allé voir, un de ces médecins-là est allé voir la dame en 24 heures. OK. Ah, wow! Est-ce que vous voyez une augmentation des demandes? Il y a une augmentation. Avec la COVID, on n'a pas vu de modification particulière. Il y a une augmentation, bien sûr, des aides médicales à mourir, parce que c'est sûr qu'avant le 15 décembre 2015, date où la loi du Québec a été mise en vigueur, il y en avait 0. Donc, progressivement, ça monte au fur et à mesure que les gens connaissent leurs droits et la loi, au fur et à mesure que les médecins se l'approprient. Ouais. Au fur et à mesure qu'il y a des émissions comme la vôtre qui rendent ça plus démystifié, plus accessible peut-être à la compréhension. Le dernier rapport dont je vous faisais part tout à l'heure, pour cette période-là, 2019-2020, jusqu'au 31 mars, donc il n'y a pas de décès COVID dans ça. Il y a eu 1775 aides médicales à mourir au Québec sur 65 000 décès bon an, mal an au Québec dans les dernières années. Ça représente 2,6 actuellement des décès au Québec pour la dernière période. En Belgique et Pays-Bas, qui ont des lois depuis 20 ans, ça tourne toujours autour de 3,5-4 des patients, incluant des patients avec des problématiques de santé mentale. Ce qui me permet de vous dire, je vous l'avais dit, il ne faut pas me donner de micro. C'est parfait, on aime ça. On est capable de vous couper. Sur 100... On ne vous l'a pas dit, on fait du montage. C'est ça. Sur 100 patients qui reçoivent de l'aide médicale à mourir pour les conditions, ils remplissent tous les critères, c'est même pas 2 et c'est plus près du 1 de patients que c'est pour des problèmes de santé mentale. Donc, même dans les endroits où c'est permis, c'est minime. OK. Alors, il ne faut pas penser qu'il va y avoir, comme dit mon ami le docteur Alain Hainaut, une prophétie apocalyptique, là, que tous les hôpitaux psychiatriques vont se vider, ou tous les hôpitaux. C'est pas vrai. L'être humain veut vivre. Et si on dit qu'il y a 2,6 des patients actuellement qui ont eu de l'aide médicale à mourir, 65 000 décès, ça veut dire qu'il y a 97 des patients qui sont allés au bout de leur processus. Bon, on exclut ceux qui sont morts d'un arrêt cardiaque brutal dans le milieu de la rue, ceux qui sont morts d'un accident de la route. Mais avec la pandémie, il y a eu une grosse baisse des accidents de la route. On roulait moins vite. C'est ça. Il y a eu moins d'accidents de la route, moins d'accidents de travail, etc. Donc, les gens meurent. Ils veulent aller jusqu'au bout. C'est la nature humaine. C'est ça. Mais de quel droit devons-nous empêcher une personne qui en a assez, qui est plus capable, ou qui ne veut pas se voir se détériorer comme ça? De quel droit pouvons-nous dire, comme médecin ou comme tout ce que vous voudrez, comme société? Non, regarde, continue comme ça, souffre. Dans le temps, il y avait le purgatoire, puis les pénitences, puis tout ça. Mais ça, disons que ça a moins la cote un petit peu. Maintenant. Non, ça a changé un petit peu. Mais toi, Poussadi, est-ce que tu as déjà accompagné quelqu'un qui... Non, mais j'ai eu des témoignages de collègues, d'amis qui, justement, l'année passée, qui ont accompagné un proche, puis que ça a été
ça s'est super bien passé. Là. C'était un cadeau de pouvoir exprimer. C'est ça les commentaires qui reviennent le plus souvent, c'est de pouvoir exprimer le fond de leur pensée puis dire les choses parce que la personne est toute là pour recevoir et elle est disposée à recevoir. Alors, c'est très intéressant. Je vais juste faire un petit peu de pouce là-dessus. J'ai l'habitude d'attendre. Gardez tout de suite votre question. C'est juste pour aller faire du pouce là-dessus. Pouce sur pouce, elle dit. Oh là là! Pousse pas trop fort, pouce égal. Tous les gens, tous les témoignages que j'ai eus suite à des aides médicales à mourir, ce ne sont que des témoignages je dirais, d'affection envers le geste qu'on a fait, des témoignages, des remerciements. Je pense que j'ai eu plus de remerciements avec les aides médicales à mourir que j'en ai eu dans toute ma carrière comme chirurgien. C'est incroyable. Et ce que vous dites, c'est tellement ça qui est le plus important. La personne est malade. Elle sait qu'elle arrive en bout de vie, que ce soit pour sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique, pour n'importe quelle condition, un cancer. Mais quand, on ne le sait pas. Tandis que là, si elle le sait, nous sommes le 25 novembre, j'ai demandé l'aide médicale à mourir pour le 4 décembre. Toute la famille est d'accord. Le 2, le 3, on se réunit. Une des dernières aides médicales à mourir que j'ai faites, c'est une famille extraordinaire. Avec des enfants qui jouaient de la musique, des petits-enfants qui jouaient de la musique, les enfants qui jouaient de la musique. Ils ont chanté autour de leur grand-maman qui était sereine, extraordinairement, qui était dans le... Donc, tous les gens peuvent exprimer dans les jours précédents, dans les heures précédentes, leur amour pour cette personne-là. C'est un privilège. C'est un grand privilège, alors que tous ceux qui nous écoutent, il y en a probablement qui ont déjà vécu des agonies. Et puis là, ben, ils sont là dans le milieu de la nuit, dans leur chambre d'hôpital. Puis là, le patient, la madame ou le monsieur a ses dernières respirations. Ah ben là, excusez-moi, il faut que j'aille aux toilettes. Je m'excuse, là, où je vais aller me prendre un café. Puis là, pendant qu'ils sont partis, le patient s'en va. C'est vrai que ça arrive souvent, ça. Ils ne sont pas du tout avec. Et puis, c'est vrai aussi, pour imaginer quelqu'un qui est à l'extérieur, une personne se fait donner une maladie, un diagnostic de maladie grave, par exemple un cancer de grade 4, métastatique. La personne ne veut pas de soins. Très bien. Il y a un fils ou une fille qui habite en France, en Belgique, en Europe, n'importe où, en Asie, où vous voulez. Puis là, écoutez, grand-maman est malade. Moi ici, je suis au boulot, là, puis je pourrais partir tout de suite, mais je ne peux pas partir plus que 3 semaines. Bien, ça en vient ici, 3 semaines, les avions, etc., arrive ici, puis grand-maman ou grand-papa ne meurt pas. Donc, il s'en va. Il est obligé de repartir. Il ne peut pas rester 2 mois, 3 mois, 4 mois. Donc, l'aide médicale à mourir n'est pas donnée pour faciliter la vie des proches, pas du tout, mais permet, ce que vous avez très bien dit, un rapprochement à un moment donné, de dire les choses telles qu'elles sont, de dire ce qu'on a envie de dire à la dernière minute. Mais je trouve que, tu sais, on accueille un enfant à la vie quand il naît, mais ça devrait être la même chose, cet accueil-là, à la mort. C'est comme... Bien, moi, c'est ça que j'ai vécu cette année. Mais dans ma famille, on est encore 80 quelques cousins, cousines germains vivants. Ouf, donc, on est une grosse famille. C'est un drôle de village, ça. Et ma cousine Monique, qui avait 75 ans, a décidé de mettre fin à sa vie pour des raisons de santé, tout ça. Et 48 heures avant qu'elle meure, il y a un de ses frères qui dit « Oui, va la voir, elle va être hyper contente de te voir. » Tout ça. Mais moi, j'étais un peu mal à l'aise. Je me disais, c'est plus la famille immédiate. Je veux leur laisser leur moment à eux, tu sais. Puis on dit non, vas-y, elle va être contente. Fait que bon, je suis allé la voir, puis effectivement, on était super contents de se retrouver. Puis c'était cute parce qu'elle me dit, t'es fin de t'être déplacée. J'ai dit, écoute, Monique, j'ai dit, quand tu t'es mariée il y a 50 ans, j'étais le petit bouquetier, tu sais. Fait que j'ai dit, t'étais là au début de ma vie. J'ai dit, c'est un minimum que je sois à la fin de la tienne. C'est très beau. Et là, étant donné qu'on est des grosses familles, c'est que c'était le samedi. Et le samedi, il avait convenu que ses sœurs venaient la voir avec les conjoints. Fait que 4 sœurs sont arrivées. On était 10 dans la chambre à un moment donné. Le lendemain, c'était les frères. Et le lundi, à 11h, il s'est passé ce qu'elle avait programmé. Mais cela dit, ça a été... je dirais que ça a été un moment très lumineux qu'on a vécu. C'était enveloppant, c'était chaleureux. On a toutes mis nos mains ensemble. Puis, tu sais, c'était un moment très touchant. Puis je pense que de décider de faire le choix de partir à tel âge, justement, on a le temps de voir ce qu'on aime une dernière fois, puis que ces moments-là soient pleins.
tu sais, En tout cas, moi, j'ai été béni d'être là à ce moment-là. J'ai vraiment apprécié. Est-ce que des fois, c'est pas perçu comme avoir le contrôle aussi, tu sais, de sa vie jusqu'à la fin, l'aide médicale? Ben oui, beaucoup de gens vont nous dire exactement ça. Et ça revient à la toute première question que vous aviez sur les directives médicales anticipées, des gens qui deviennent des membres ou ce qu'on appelle des pathologies neurodégénératives cognitives, c'est d'avoir le contrôle sur sa vie. Puis ça me permet aussi d'ajouter que vous avez vécu ça. Puis c'est remarquable. Puis c'est toujours des témoignages. Mais imaginez que la même tante se laisse décliner parce que soit qu'elle a une maladie, puis là, ça s'en va, ça s'en va. Non, Donc, l'image que vous gardez de votre père, mère, oncle, tante, tout ce que vous voudrez, même les enfants, l'image que vous en gardez, c'est les dernières images qui sont souvent... Bon, nous, comme médecins, on est habitués, mais pour les gens qui ne sont pas habitués, ça peut être mais vous avez raison. traumatisant. Vous avez absolument raison. Alors que là, vous êtes devant une personne qui est souriante. Je vous aime tellement, mes enfants, mes petits-enfants, mes neveux, nièces. Je vais faire un bon voyage, inquiétez-vous pas. D'ailleurs, moi, c'est l'expression que j'emploie tout le temps, mais avec mes patients, juste avant de pousser la seringue, je vous souhaite un beau voyage. Oui, c'est ça. Avec votre voix réconfortante, là. Ben C'est oui, vrai, hein? C'est apaisant. C'est clair. Mais est-ce que vous pensez que, justement, le deuil se fait mieux dans les familles? Je ne suis pas du tout spécialiste du deuil, ni psychologue, mais je pense que oui, parce que il y a l'autonomie, puis il y a le contrôle sur la situation. Et je crois que oui. Pour avoir accompagné des gens en phase terminale et pour avoir vécu cette situation-là, je ne peux pas te dire si le deuil se vit mieux, mais ce que tu en gardes est différent. Parce que moi, quand je pense à Monique... c'est quelque chose de plus lumineux? Oui. Bien, en tout cas, cette situation-là, pour moi, c'est un beau moment, c'est un beau souvenir. C'est sûr que si je me réfère, exemple, à quelqu'un que j'ai accompagné qui était sidatique puis qui pesait 63 livres, il n'y a plus rien de drôle. Là, non. Juste de le déplacer dans son lit, il souffre. Ça aurait été le fun qu'il y ait l'aide médicale à mourir à ce moment-là. Tu comprends? Donc, mais le deuil, c'est le deuil en soi. Là. Mais c'est deux choses différentes. Il y a des études actuellement qui se font. Moi, je reçois des téléphones là, d'étudiants à maîtrise ou au doctorat, en sciences infirmières ou médecins ou en philosophie. Le dernier, c'est en éthique, qui justement veulent étudier cette question-là du deuil. J'espère que ça va débloquer à un moment donné pour qu'on puisse avoir ce type de réponse. Tout à fait. Et, disons, gut feeling en bon français. Oui. Je pense que ça facilite, pour les raisons que vous avez dit. Oui. Mais moi, j'avais une question qui peut paraître particulière. On a parlé tantôt de fatigue. C'est quoi le terme que vous avez utilisé? Oui, la fatigue de vie. Fatigue de vie. Oui. Bon, moi, tantôt, je me disais, est-ce qu'il y a eu des situations où, dans certains cas, est-ce que ce serait possible qu'on meurt à deux? Je pense à un couple. Oui? Ah bon, c'est pas déjà arrivé? C'est arrivé, oui, c'est arrivé. C'est arrivé en Belgique et aux Pays-Bas à quelques reprises, mais c'est arrivé ici. Ça doit être le souhait de certaines personnes de dire on a fait le voyage ensemble puis on va le terminer ensemble. Sauf que dans nos lois actuelles, il faut que les deux rencontrent les critères. Non, si on reste ici, on s'entend, on parle de d'autres choses. Il y en a un qui va se faire euthanasie, puis l'autre, ça va être autre chose. Mais si les deux rencontrent les critères... oui, c'est ça. Mais ce serait possible. Tout à fait. Mais il faut qu'ils rencontrent les critères. Justement. Puis vous, Dr L'Espérance, la première fois que vous avez donné l'aide médicale à mourir, vous devez vous en rappeler. Est-ce que ça... Là, je vais vous paraître peut-être insensible, mais vous savez, comme neurochirurgien, on passe notre vie, notre carrière à... soit en traumatologie, avoir des gens qui meurent d'un bras, soit qui arrivent morts, soit qu'on les opère, mais ils meurent quand même. C'est de faire un détachement. Les patients qui ont des pathologies, des tumeurs cérébrales malignes, des hémorragies cérébrales massives, etc., on les voit aux soins intensifs, puis on les suit, mais à un moment donné, il faut aller rencontrer la famille pour dire, on est arrivé là. Donc, c'est pas de l'insensibilité, ce serait pas fin de dire ça pour mes collègues, mais disons que c'est... Comment dire? Donc, c'est un détachement. Un détachement, oui, je pense que c'est ça qu'on pourrait dire. Mais en fait, pour faire ce travail-là, que ce soit neurochirurgien, cancérologue ou n'importe quoi, il ne faut pas tout prendre personnel parce que là, veut dire, si tu passes une semaine à pleurer chez toi... c'est vous qui vous retrouvez à l'urgence. Non, mais c'est quand même, tu sais, poser le geste. C'est juste... Oui, mais ça revient peut-être aussi à ce que je disais tantôt. Corrigez-moi, là, je suis peut-être dans le champ, mais la personne que vous allez participer à lui donner son dernier voyage, si on veut, bien souvent, il est en paix avec sa décision. Oui, c'est ça. Donc, on n'est pas dans quelque chose de tordu et de douloureux. Je vais juste vous corriger, pas bien souvent. Il est en paix avec sa décision. C'est ça. Fait que moi, je pense que ça doit être, pas de là dire agréable, non, mais ça doit être à la limite
valorisant aussi de dire, ben j'ai participé à ça avec lui, puis je l'ai aidé dans sa volonté. La façon dont on le voit, mes collègues et moi, c'est un dernier soin. C'est un soin. C'est un soin qui est compassionnel, c'est un soin qui est empathique. Oui, c'est ça. Et puis, on aide la personne à faire ce dernier bout-là. D'ailleurs, je trouve ça extraordinaire que vous ayez un forum de discussion entre vous, parce qu'à un moment donné, ça peut... je sais pas, ça peut être lourd, mais tu sais, parce que... Il y a des gens qui peuvent partager. Oui, c'est ça. Oui. Ben, en fait, c'est un point intéressant à vous apporter. Effectivement, il y a eu quelques médecins qui ont écrit, qui ont dit, ben, je viens de faire ma première aide médicale à mourir, puis je me sens un petit peu... on écrit, puis c'est même ça. parler. Bon. Oui, c'est ça, le verbaliser. Oui, c'est ça. Ah, bien écoutez, merci, Dr. L'Espérance. On arrive à la fin de notre entretien. De notre super questionnaire. Oui. Ah, oui, alors ça, c'était une surprise, Dr. L'Espérance. Attachez-vous, là. Oui, c'est ça. oui, c'est ça. C'est le questionnaire de Proust. Alors, c'est le testament du bon vivant, Dr. L'Espérance. Alors, notre première question. Quelle chanson aimeriez-vous qu'on joue à vos funérailles? Chanson, je ne sais pas, mais certainement Requiem de Mozart. Bon, parce que je vais vous le dire, ça m'échappe. Vous auriez dû me demander vos questions avant. Mais dit tantôt, je garde la surprise. Je cherche le mouvement. Ben, ça va me revenir. C'est une bonne piste déjà. Oui. Et puis, sur votre épitaphe, qu'est-ce que vous voulez qu'il soit inscrit? J'aurais pas d'épitaphe parce que je veux que mes cendres soient dispersées aux quatre vents, mais sur l'eau. C'est bon. Et puis, quel souvenir voudriez-vous qu'on garde de vous? Vous parlez pas tant que ça, hein? J'ai jamais pensé à ça. Disons... Ben moi, je peux vous dire que je vais garder le souvenir que vous êtes quelqu'un de généreux. Ça, je peux vous dire ça. Bon, mais ça, je peux pas le dire. Je vous souviendrai pas. Non, je dirais... je pense quelqu'un qui a eu le souci de ses patients, puis, quelle que soit leur démarche dans la vie. Super. Mais il y a une dernière question que j'ai oublié de vous poser, puis que je m'insère, mais c'est pas dans le testament, celle-là. Avez-vous peur de la mort? Non, pas du tout. Mais ça, je pense, c'est philosophique un peu, et puis c'est... comment dire? C'est probablement professionnel aussi. C'est que moi, je sais très bien qu'un cerveau qui est mort, il est mort. J'ai aucune espèce de croyance dans l'au-delà ou dans quoi que ce soit, même pas le pari de Pascal. La seule chose qui m'ennuierait beaucoup, c'est de ne pas être capable de faire tout ce que j'ai envie de faire encore. Donc, je vais essayer de retarder ça. Mais vous savez, quand on arrive au bout, on arrive au bout. Hein. Dans la vie, il y a 3 choses qui sont absolument inéluctables. La naissance, forcément. La mort. Puis entre les deux, les impôts pour la grande majorité d'entre eux. C'est une belle conclusion, ça, on aime ça. Effectivement. On va s'en rappeler. Merci beaucoup, Dr. L'Espérance. Merci de votre invitation. C'est très gentil. Merci. Merci, Alain. Merci.